Bonjour à tous, téléspectateurs de 20 News TV, et merci de votre fidélité. Nous sommes cet après-midi avec le docteur Doumbia Major, et cela dans le cadre de notre première émission Direct présidentielle 2015. Doumbia Major que tout le monde connaît, mais on va prendre le temps de le présenter. Bonjour Doumbia Major. Bonjour. Alors Doumbia Major, comme je le disais tantôt, est un ancien de la FECI, et surtout dans un passé, on ne va pas dire récent, mais il a... De 2002 à 2004, il était avec le MPCI qu'on appelait à un moment donné un mouvement rebelle qui était à Boaké. Et donc, Doumbia Major était avec ce mouvement, qui a accompagné ce mouvement, qui a d'ailleurs accompagné le président Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, contre toute attente, il est devenu un farouche opposant au président Ouattara en contribuant à la création de la coalition nationale pour le changement, CNC. Et c'est même pour ça que nous le recevons aujourd'hui. Nous allons parler de cette coalition qui a été mise sur les fonds baptismaux hier à Abidjan. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau que Doumbia Major, qui hier était avec le président Ouattara, se retrouve dans une coalition qui veut que le pouvoir change demain. Alors, M. Doumbia Major, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je voudrais vous remercier pour cette invitation, saluer donc vos auditeurs et vos téléspectateurs, et dire que c'est un plaisir pour moi d'échanger avec le peuple de Côte d'Ivoire par votre entremise. Effectivement, nous sommes en Europe, en France particulièrement, depuis l'an 2000, où nous sommes partis pour les événements sur lesquels je ne reviendrai pas. Alors, en 2002, il y a eu une rébellion en Côte d'Ivoire. Les acteurs de cette rébellion-là ont souhaité, s'appuyant sur mon expérience en matière d'organisation, qui était une expérience acquise déjà sur le terrain, ont souhaité que je puisse apporter un appui structurel, un appui organisationnel au mouvement qu'ils ont lancé. Alors, je leur ai demandé ce pourquoi ils se battent. Et à l'époque, c'est Ibrahim Koulibaly, qui était le concepteur, celui qu'on appelle communément IB, qui était l'organisateur de cette rébellion, qui est un monsieur que j'ai connu d'ailleurs quand j'étais arrêté à Abidjan, à la prison d'Akuedo, et gardé par le capitaine Nyatoa, c'est ça, capitaine Nyatoa, Kate Nyatoa. Alors le général Gueye l'avait amené me chercher. Et donc voilà où on s'est connu. Quand même, il faut dire que c'est un peu difficile que quelqu'un qui est étudiant se retrouve dans des prisons, et c'est là qu'il rencontre des prisons militaires en plus, c'est là qu'il rencontre des personnes, fait connaissance avec de nouvelles personnes. Donc mon destin, parce que j'ai vécu déjà en tant qu'étudiant, m'a amené à côtoyer des militaires, amené à côtoyer certains types de personnes. Et donc, lorsque IB m'a contacté pour me dire, écoutez, cher ami, c'est nous qui sommes dans cette affaire, et que Soro aussi m'a contacté dans le même sens. Je lui ai dit, mais vous vous battez pourquoi? Parce que moi je suis là à Paris 12 et je fais mes études. À l'époque j'étais en sciences de l'éducation, et donc je faisais ma maîtrise là, et après j'ai fait mon master là aussi. Alors il me dit, nous nous battons pour le NOPS, Nouvel Ordre Politique, Économique et Social. Et dit, voilà, voilà qui est bien intéressant. Et le NOPS, c'était une volonté de remettre en cause l'ordre, parce qu'on estimait que la Côte d'Ivoire était traversée par une série de conflits dont la source était une confrontation, une compétition entre acteurs politiques qui utilisaient, instrumentalisaient le peuple pour conquérir le pouvoir ou le conserver, avec un discours qui était un discours ethnique. Et ce discours ethnique-là, on l'a vu déjà sous Bédier avec l'ivoirité, on l'a vu après dans d'autres formes. Et donc, lorsqu'ils nous ont dit que cette manipulation, il fallait rompre, et qu'eux étaient engagés dans ce combat, et qu'ils voulaient changer pour que désormais on ne parle plus de BT, de Djoula, de Guéré et Titi Kouenti, mais plutôt des problèmes des Ivoiriens, de la redistribution
des ressources qui appartiennent aux Ivoiriens et qu'il y ait un nouvel ordre qui puisse prendre en compte les préoccupations du peuple, qui puisse poser la question du social pour les masses, qui puisse poser la question de la santé pour les masses, qui puisse poser la question du refus d'acceptation de l'ethnicité dans le discours politique et mettre fin donc à ce système qui faisait qu'il y a une petite notabilité locale d'une centaine, deux centaines de familles qui arrivent au pouvoir en instrumentalisant le discours, un certain type de discours, en excitant les gens pour prendre le pouvoir, utiliser ce pouvoir-là pour se goinfrer, s'enrichir et pendant ce temps, ils poussent les populations à se battre les uns contre les autres. Donc, le projet qui visait à changer ce système-là, nous sommes dit, c'est un brillant projet. Et donc, nous avons décidé d'apporter notre soutien à ce changement qui devait être un changement de système, un changement profond de notre société. Pour nous, c'était une révolution et il fallait appuyer cette révolution. Nous avons donc décidé, comme Sartre l'a fait et que d'autres intellectuels l'ont fait, d'apporter notre soutien intellectuel à donc ce que nous considérons comme une insurrection populaire. Mais la stratégie qui a été utilisée après, c'est la prise des armes. Est-ce que cette stratégie de la prise des armes était vraiment la mieux adaptée? Vous savez, je ne peux pas, moi, pleurnicher sur cela, puisque je ne suis pas l'initiateur de cette stratégie. Je me suis retrouvé devant une situation de fait accompli. Les Ivoiriens étaient déjà en train de se battre. Je n'ai pas conçu de rébellion, je n'ai pas payé d'armes, je ne sais pas où ils ont payé leurs armes. Mais je me suis retrouvé devant une situation où des militaires soutenus par une partie de la population, effectivement, il y a une partie de la population qui soutenait cette rébellion. Alors, je me suis dit, on fait quoi? Ils disent qu'ils veulent un OPS, un nouvel ordre politique, économique et social. Et Soro, on ne s'est pas connu à l'occasion de cette rébellion, on a fait la FESI quand même ensemble. Même si Ibé, que je connaissais très peu, je l'ai connu qu'à Kwedo et je vous ai raconté donc le cadre. Alors, je me suis dit, ce camarade-là, nous avons fait les cercles de formation politique ensemble, avec les Bleu Goudé, avec Désiré Tanoué, et il sait de quoi je parle quand je parle de ça. Et donc, c'est un camarade qui, idéologiquement, est proche de nous. Et si il me pose la question en me disant qu'il veut mettre en place un OPS, alors donnons-lui, accordons-lui le bénéfice du doute et apportons le soutien. Et comme j'ai dit, j'ai apporté le soutien intellectuel, comme Sartre l'a fait, comme d'autres intellectuels l'ont fait, comme Frantz Fanon l'a fait également, quand il a soutenu le mouvement algérien. Donc nous avons apporté un soutien intellectuel à tout ça. J'ai utilisé mon expertise pour organiser ce qu'il fallait organiser, le MPCI France, le MPCI Belgique, j'ai installé des structures au Canada, j'ai installé des structures avec d'autres amis qui sont encore là aux États-Unis. Donc nous avons apporté une caution politique à une action qui était une situation de fait accomplie. En 2004, vous avez rompu les amarres avec la rébellion. Pourquoi est-ce que vous êtes parti de la rébellion? Vous savez, moi je suis quelqu'un qui accorde le bénéfice du doute. Je fais confiance aux gens parce que j'estime que l'homme ne se tient pas par sa queue, parce qu'il n'a pas de crinière non plus pour le tenir par une crinière, il se tient par sa parole. Et pour moi, la parole est sacrée. Quand quelqu'un vous donne sa parole et que quelqu'un vous prend un engagement public, je fais confiance à la personne jusqu'à ce que je me rende compte que ce que vous m'avez dit n'est pas forcément la vérité. Alors, quand des frères nous disent, des camarades nous disent qu'ils se battent pour la mise en place du NOPS, ils se battent pour les masses défavorisées, ils se battent contre le discours d'ethnicité qu'ils veulent casser, pour que les préoccupations ne soient plus celles des ethnies opposées ou des religions opposées, mais plutôt les préoccupations des masses laborieuses, de la population, de la populace elle-même. Nous disons, il faut les soutenir, mais lorsque nous nous rendons compte que ces mêmes personnes cassent des banques pour s'enrichir et à la limite personnellement parler de la baisse des banques des succursales de la BCAO pour s'enrichir, encore si ça avait été une sorte d'impôt révolutionnaire ou de casse révolutionnaire pour nourrir les populations, pour faire des ponts, pour soigner les populations, j'aurais dit il y a de l'argent dans une banque, les gens sont en train de mourir, ils ont pris, alors on peut comprendre. Mais pour acheter des maisons à Ouaga 2000, à Paris ou ailleurs, je me dis j'ai affaire à des voyous. Lorsque je vois
que ces personnes-là arrêtent certains de leurs camarades, violant donc les accords, les traités de Genève et autres qui vont buter des personnes désarmées en prison. Je me dis, je n'ai pas affaire à des gens qui sont suffisamment responsables et que je dois soutenir. Lorsque je vois que ces personnes enrôlent des enfants soldats, aujourd'hui, il suffit d'aller regarder ceux qui demandent à être enrôlés dans l'armée, et puis bon, de voir depuis quand ils ont été enrôlés, de voir l'âge, vous verrez que ce que je dis est totalement exact. Donc il y a eu des enfants soldats et d'autres choses. Je me dis, je n'ai pas affaire à des gens vraiment qui se battent pour une cause des masses. Vous avez vu que vous n'aviez plus votre place dans cette... Et j'ai vu que j'avais pas ma place, je m'étais trompé sur les clients. J'ai vu des casseurs de banques, j'ai vu des gens qui organisaient donc la mise à sac, planifiée, organisée, réfléchie de toute la zone septentrionale du pays. Je me suis dit, moi je ne me bats pas pour ça. Je me bats pour les masses. Je n'ai jamais volé un franc depuis que je combats, depuis que je suis dans la lutte, depuis que je suis engagé. Je pouvais bien aller me constituer chef de guerre et prendre ma part de la manne du pays qui avait été mis en sac et en pâture. Mais je me suis dit, c'est pas ça mon combat. Je me bats pour les masses, je me bats pour mon peuple. Et quand mon peuple n'a pas ses intérêts dans un combat, je ne fais pas de compromis ni de compromission avec ce type de personnes. Et j'ai décidé de rompre. Donc, la major, vous avez rompu avec la rébellion et vous avez créé par la même occasion le parti politique qu'on appelle le CPR, le Congrès panafricain pour le renouveau, qui a été créé en 2006. Vous vous êtes engagé pour faire de la politique depuis la création de votre parti politique. Qu'est-ce que vous avez posé comme acte en faveur des Ivoiriens? Moi, j'ai toujours posé des actes en faveur des Ivoiriens depuis que je suis jeune. Depuis 90, j'étais dans le mouvement étudiant. Nous nous sommes battus lorsque nos camarades, les Martial et autres, ont été arrêtés. Nous nous sommes battus pour leur libération. Nous avons été les organisateurs des marches à Yopougon. J'étais au lycée William Ponty. Et donc les marches de 90 en tant que fessiste déjà. J'étais dans les actions des masses pour le changement démocratique dans mon pays. Quand je suis arrivé à l'université, je me suis battu également pour les masses. Parce que je sais que je suis un enfant des masses défavorisées. Et nous nous sommes battus à l'université pour que l'école ne soit pas le lieu de la conservation de la hiérarchie des classes. Parce que nous disons qu'il faut l'égalité des chances à l'école. Il faut faire en sorte que les enfants de riches, ne soient pas ceux qui aient uniquement la chance de faire des études pendant que les enfants des pauvres soient relégués à des postes subalternes ou à des formations subalternes. Donc nous nous sommes battus là-bas pour le système des unités de valeur. Nous nous sommes battus pour que les gens puissent passer d'une année à l'autre. Nous nous sommes battus pour le maintien de l'humilité dans les années de licence. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des cités universitaires en plus. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait la diminution des frais de scolarité. Parce que avant que nous arrivions aux affaires, le mandat avant nous, le mandat de Guillaume, qui a été d'ailleurs un mandat très négatif, dans la mesure où on a perdu une résidence universitaire, on a perdu le parapluie atomique, on a perdu la question des unicités, on a perdu sur la question des unités de valeur. Nous n'avons rien obtenu que un prix attribué par un journal gouvernemental de l'homme de l'année à Soro contre la vente de nos cités. Aujourd'hui, ça pose problème. Les étudiants n'ont pas suffisamment de cités. Donc nous avons repris tout le combat qui a été l'échec de Guillaume. Nous l'avons posé sur la table avec une plateforme revendicative et nous sommes battus franchement, sincèrement pour les étudiants. Aujourd'hui, quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous voyez des gens qui s'alignent pour prendre des bus comme si vous étiez au Canada. C'est même pas encore arrivé en France. Ici, on ne s'aligne pas, il y a encore du désordre. Mais c'est nous qui avons mis ça sur place. Voilà, j'étais secrétaire national de l'organisation. C'est moi qui ai mis ça sur place. Au campus d'abord, après à la gare sud. Et ça, aujourd'hui, quand maintenant, en qualité de président du parti, quels sont les actes que vous avez posés? Depuis que nous sommes à Paris, depuis 2000, nous sommes engagés dans la lutte pour les idées. Nous informons, nous formons, nous faisons un travail d'élévation des consciences politiques, d'éducation des masses. C'est un véritable travail démocratique que nous faisons.
Et nous sommes dans une posture qui est une posture critique. Nous avons critiqué le système de l'ex-président Laurent Gbagbo. Nous nous sommes prononcés sur les augmentations des frais de scolarité qui pour nous étaient inacceptables. Et donc nous nous battons contre les nominations que nous appelions à l'époque des nominations clientélistes, où certains disaient que c'était normal que tel parti donne 2/3 des places à ses militants. Donc nous avons mené tous ces combats. Nous avons toujours été présents dans le combat pour les masses. Pas parce que nous étions contre Laurent Gbagbo ou nous étions contre Blé Goudé. Ce sont des amis souvent. Et Laurent Gbagbo pour nous c'est un père parce qu'il nous recevait déjà quand nous étions étudiants et son fils Michel c'est un ami. Donc il nous recevait déjà comme père pour nous donner des conseils. Mais nous pensons qu'on devait garder une posture critique vis-à-vis de lui et nous avons fait ce travail critique, ce travail d'élévation de conscience et en tant que parti politique, nous continuons ce travail intellectuel. Et ça, ceux qui me suivent savent que c'est sans répit. Je l'ai fait contre le gouvernement de Laurent Gbagbo et je l'ai fait contre, et je continue de le faire contre le gouvernement de Ouattara. Contre le gouvernement de Ouattara, vous êtes membre fondateur de la Coalition nationale pour le changement, un regroupement de plusieurs partis politiques qui a vu le jour, comme je l'ai dit tantôt, et vous êtes presque une tête pensante de cette coalition. Vous n'étiez pas à Abidjan pour la mise sur pied de cette coalition. Pourquoi vous n'étiez pas à Abidjan? On sait que vous avez envoyé un représentant, mais pourquoi vous n'étiez pas là? Je n'étais pas à Abidjan parce que vous savez, le régime d'Abidjan, que nous avons aidé d'une certaine façon à prendre le pouvoir sur la base des engagements de Ouattara, parce que Ouattara s'est engagé vis-à-vis, nous avons discuté, et nous envoyait même d'abord avant les élections des émissaires avec lesquels nous avons discuté. Et comme d'habitude, et tirant les leçons de mon expérience de 2002-2004 avec la rébellion, j'ai dit, vous savez, je suis prêt à soutenir tout ce qui va dans le sens de l'intérêt de mon peuple, de la réconciliation et autres. Mais je suis fatigué d'être celui qui est présenté comme celui qui sans cesse fait des ruptures. Et on ne sait pas pourquoi il fait des ruptures. Alors, pour ne pas faire comme les rebelles, qui cassent des banques, et lorsque nous disons pourquoi vous le faites, ils disent mais on n'a jamais écrit qu'on ne cassait pas des banques, on n'a jamais écrit qu'on ne faisait pas ceci, on n'a jamais écrit qu'on ne volait pas. Alors écrivez noir sur blanc, prenez des engagements devant moi, et si vous prenez ces engagements, sur la base de ces engagements, je vais vous soutenir. Nous avons écrit avec les gens de Ouattara, il a pris des engagements pour le peuple, il a pris des engagements pour ceux qui souffraient, et en disant qu'il mettra en place un système social pour les indigents, et à l'époque, il s'est tapé la poitrine. On va revenir, monsieur docteur, on va revenir sur le programme de Ouattara, vous allez en parler, mais pourquoi vous n'étiez pas précisément à Abidjan? J'en viens. Je veux dire que j'ai donc une posture critique qui déplaît aux gens de Ouattara, qui pour eux, je devais être le griot qui vient soutenir donc leur régime. Alors que lorsque j'apportais mon soutien lors de la conférence de presse au cours de laquelle j'ai soutenu le régime de Ouattara, j'ai dit et j'ai précisé, je garderai cette place de sentinelle défenseur des intérêts du peuple. Les vidéos sont encore présentes. Alors, je ne peux pas prendre un engagement public d'être la sentinelle qui surveille, qui veille sur les intérêts du peuple et aller cautionner, soutenir un pouvoir. Donc, je suis resté dans ma posture critique. Et cette posture critique dérange le régime qui a donc décidé d'utiliser des méthodes mafieuses, des méthodes brutales pour m'amener à me taire. Et vous avez, pour ceux qui ont suivi l'actualité... Quand vous dites méthodes mafieuses, méthodes brutales... Ce sont des méthodes brutales, ce sont des tentatives d'assassinat, avec une tentative d'assassinat manquée à Ouaga, où j'étais de passage, et Ouattao, qui était l'un des initiateurs, l'un des commis pour cette affaire, l'a reconnu ici, à Paris, et à Neuilly, où il y avait des témoins qui sont encore vivants. Philippe Kouon et Fadiga de Milano, qui étaient là, ça s'est passé devant eux. Tu as la chance, ton marabout est fort. Mais j'ai pas de marabout. Mon seul marabout, c'est Dieu. Une tentative d'assassinat avec Lobognon sur la voice chat d'Abidjan.net. Mais tu étais où? À Korogo, on t'a cherché partout, même dans les puits.
on a voulu te tuer, tu es un lâche. Donc quelqu'un avouant publiquement qu'ils ont tenté de me tuer en croyant que j'étais à Korogo. Et une dernière tentative pour certains qui ont assisté, lorsqu'ils ont tenté de m'estrader ici à Paris, quand le président Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Ça a été un échec. Les témoins encore sont là. Et quand j'étais allé au Congo, où j'ai mon entreprise France Bureautique, ils m'ont trouvé au Congo. Ils ont fait croire à Sassou Nguesso avec lequel ils ont de très bons rapports, puisqu'ils vont là-bas régulièrement aux cérémonies d'anniversaire, de commémoration du décès de la fille de Sassou. Ils savent de quoi je parle. Ils m'ont trouvé au Congo, où ils ont tenté de m'enlever. Ils m'ont arrêté, tabassé, mis en prison. Voyez-vous? Et pendant que j'étais là-bas, ils faisaient tout pour m'extrader. J'ai échappé de justesse à cette extradition. Ils m'ont même pris un billet à mon nom. Et tout ça, c'est disponible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Que Doumbia Major voulait faire un coup d'État avec le colonel Gouanou, un monsieur que je ne connais pas. Et dans leurs écrits, ils disent que j'étais en RDC, alors que je n'ai jamais mis les pieds en RDC, j'étais au Congo-Brazzaville. Voyez-vous, ils avaient même déjà préparé l'opinion publique à mon assassinat en me rattachant à Ibrahim Koulibaly, avec lequel je suis en rupture depuis 2004-2006, puisqu'il a créé l'UNIR. Et moi, j'étais au CPE, je suis toujours au CPE. Quelqu'un avec lequel j'ai aucun lien. Mais il fallait préparer l'opinion publique ivoirienne et internationale à mon arrestation, à mon élimination et à mon emprisonnement, si possible. Voyez-vous, donc tout ça a été fait, ce sont des faits. C'est pour ça que vous n'êtes pas parti à Abidjan pour protéger votre vie, c'est bien ça? Pour protéger ma vie, j'ai décidé pour l'instant d'observer. J'ai travaillé fortement à la mise en place de cette coalition. D'abord à la mise en place de la coalition Troisième Voie, qui est après, dans sa démarche, est allée vers les partis politiques, le FPI, vers les dissidents du PDCI, pour qu'on mette en place quelque chose encore de plus large. Parce que j'estime que face à un pouvoir brutal, face à un pouvoir qui refuse la démocratie, face à un pouvoir qui met en place un système de banqueroute planifié de notre pays et de notre peuple, il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble pour un sursaut au-delà de leurs différences pour un changement. Le changement, il est ceci, les revendications du CNSC sont connues. Pour un climat de paix, des élections crédibles et apaisées en Côte d'Ivoire, la CNSC exige ceci, la libération du président Laurent Gbagbo, la libération des autres prisonniers politiques détenus en Côte d'Ivoire, le retour de tous les exilés, la publication du rapport de la CDVR que le premier ministre Charles Konabani pilotait à l'époque, la dissolution de l'actuelle CEI, la Commission électorale indépendante, le respect de la loi fondamentale ivoirienne, notamment le refus de la modification de l'article 35 de la Constitution. Ensuite, beaucoup d'autres choses ont été mises sur la place. Est-ce que vous croyez que le régime d'Abidjan va accepter tout ça? Mais il ne s'agit pas de croire. Il s'agit de poser les conditions de la démocratie en Côte d'Ivoire. Alors, nous disons que les exigences de la CNC, la coalition nationale, aujourd'hui pour le changement, sont des exigences démocratiques et des exigences pour la réconciliation des fils de notre pays. Nous ne sommes pas constitués pour gérer les états d'âme ou les humeurs de Ouattara. Nous sommes constitués pour notre peuple. Nous sommes constitués pour la nation ivoirienne. Donc l'avis de M. Ouattara importe peu. Comprenez qu'on ne demande pas l'avis du bélier de Tabaski avant d'organiser la fête. Donc il dirait non. Donc pour nous, il s'agit de poser les problèmes du peuple de Côte d'Ivoire à Ouattara et de lui demander de les accepter parce que ce sont des problèmes objectifs, ce sont des problèmes qui rationnellement tiennent la route. Alors, nous disons que il ne s'agit pas uniquement de monsieur le président Gbagbo. Il s'agit de tous les Ivoiriens. Nous avons pris l'engagement que les Ivoiriens ne soient plus extradés, déportés. Et le cas Gbagbo est cité, le cas de Blé Goudé est cité. Il s'agit de refuser, les signataires refusent toute extradition, toute déportation des fils de la nation qui sont impliqués dans des affaires ayant eu lieu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo,
Mais demain, ça peut être Ouattara. Donc, c'est le principe que nous avons posé. Comme les États-Unis ont posé le principe qu'ils ne livrent pas leurs enfants. Quand les enfants ont des problèmes, ils vont les chicoter ou, comme on dit, juger chez eux, mais ils ne livrent pas leurs enfants. Nous, Ivoiriens, avons décidé d'aller vers ce sens-là, de ne plus livrer nos enfants. Parce que pour nous, chaque Ivoirien est important et on ne peut pas, dans le cadre de notre souveraineté, extrader nos enfants, c'est pas bien. Nous avons dit que nous sommes pour la réconciliation des fils et donc dans le cadre de cette réconciliation, il faut que Laurent Gbagbo, il faut que Blé Goudé puissent être en Côte d'Ivoire pour donner leur position, pour appeler à l'apaisement des cœurs. Donc on ne peut pas faire une réconciliation en disant non, il faut garder les autres en prison et puis les autres réconcilions entre nous et garder certains prisonniers d'opinion en prison, chasser, menacer certains fils du pays qui sont en exil. Mais ça, quel type de réconciliation on veut faire de cette manière? Pour nous, nous voyons les choses autrement. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le président Charles Konan Banny, il est avec nous. Parce qu'il a tenté une réconciliation de bonne foi. Ouattara a saboté cette réconciliation. Parfois même, il a créé des structures parallèles. Parce que la division des Ivoiriens l'arrange. Parce qu'il prospère dans le conflit en se posant et en se positionnant en chef de guerre. Et non en celui qui se met au-dessus de la mêlée pour réconcilier les fils de la nation. Quand il va à Bobo et il dit, si c'était nous, il se met dans un schéma qu'on appelle un schéma d'altérité. À partir du moment où tu définis un nous, ça veut dire que tu définis dans le même temps les autres. Un chef d'État ne se met pas en nous dans un camp. C'est la nation qui est le nous. Ouattara n'est pas sorti de sa posture de chef de guerre, de seigneur de guerre, de sa posture de leader clanique. Nous disons non, nous ne voulons plus de clans, nous ne voulons plus de communautés qui attaquent d'autres communautés. C'est pourquoi dans la charte, nous avons dit, les signataires s'engagent à faire en sorte que les discours de division, les discours claniques, les discours ethniques, les discours de haine soient châtiés, bannis, condamnés et censurés. Ça veut dire que ceux qui se sont réunis là, les signataires, s'engagent. Si demain ils apprenaient ou ils entendaient que quelqu'un qui se réclame d'eux tient ce type de discours, mais ils feront comme par exemple le Front National pour dire ce monsieur-là n'est pas des nôtres, il est d'ennemi. Nous censurons tel discours parce que nous voulons une nouvelle Côte d'Ivoire. Et nous allons au-delà. Nous disons que les signataires s'engagent à bâtir une nation nouvelle. Et cette nation nouvelle, c'est cette nation qui est expurgée des démons de la division, des démons de l'ethnicité, mais aussi des démons du favoritisme et du clientélisme qui va dans le sens du népotisme. Comme le fait aujourd'hui Alassane Ouattara, qui nomme son petit frère ministre chargé des affaires présidentielles, avec rang de ministre d'État, un poste vide, vacant, vacueux. Voyez-vous, vous n'allez pas très fort là, docteur Doumbia. Non, je le dis, quand vous nommez votre frère ministre chargé des affaires présidentielles, un poste, un contenant flottant et vide, vous comprenez? Vous le mettez au-dessus des autres ministres qui travaillent même pour le peuple de Côte d'Ivoire, qui sont des ministres normaux, donc vous le mettez hiérarchiquement au-dessus, mais en même temps, il ne s'arrête pas là. Il nomme son frère DAF de la présidence, qui gère le budget présidentiel d'urgence. Donc dans des conflits d'intérêts, des mélanges de genres, un homme qui ordonne ne doit normalement pas avoir de rapport de type de sang avec celui qui exécute l'ordre. Pour Ouattara qui nous dit est un économiste. Ça, ce sont des règles élémentaires du système comptable, des mélanges de gens que normalement on n'autorise pas, on ne se permet pas, simplement même pour des questions d'éthique. Mais ce même frère cumulant ses fonctions avec des fonctions de député, des fonctions de maire, alors que Ouattara nous disait qu'il était contre le cumul des mandats, il était contre le népotisme. Quand il critiquait Gbagbo, il disait je suis choqué que le pays d'Houphouët-Boigny, vous voyez sa petite voix fluette là qu'il prend pour endormir sur le plan international l'opinion. Je suis choqué que le pays d'Houphouët-Boigny soit devenu le pays où les relations priment sur la compétence. Mais qu'est-ce qu'il fait là quand il donne des marchés à sa fille par l'intermédiaire de son gendre, celui de Webfontaine, Bénédicte Spencer?
sans passer par le système d'appel d'offres de gré à gré. Ça, c'est du népotisme aggravé. S'ils sont militants, est-ce qu'on ne peut pas leur donner des marchés? C'est pas des militants, c'est des gens de sa famille. Quel mérite sa petite fille, là, sa fille Fanta Catherine Ouattara, qui était couchée tranquillement en Suisse, elle a mérité quoi de plus que les autres Ivoiriens qui sont là-bas? Son neveu, son gendre qui était là, qui était en Suisse, il mérite quoi plus que les autres Ivoiriens qui ont des diplômes comme lui, ou ça peut pas être lui. Donc, ça peut pas être une tare d'être le parent du président. C'est pas une tare d'être le parent du président. On a la chance d'avoir cette possibilité de travailler pour l'État, on le fait. Alors je vous dis une chose, Ouattara dit qu'il est économiste. Et d'ailleurs, il se réclame de... Oui, docteur, on va revenir. Alors, avant d'aller, il dit qu'il est libéral. Non, attendez, c'est un principe élémentaire du libéralisme, c'est l'égalité des chances. Docteur, on vous a compris, s'il vous plaît, on va revenir un peu à la CNC. Oui. La CNC a plusieurs exigences, et dans ces exigences, il y a le respect de la loi fondamentale ivoirienne. La CNC ne veut pas que la modification de l'article 35 se fasse. En quoi y a-t-il avant d'ajouter sur l'article 35, il faut dire que la CNC s'oppose à tout vol de deniers publics. La CNC veut gérer la Côte d'Ivoire autrement, avec de nouvelles règles, de nouveaux principes. Donc ce n'est plus question de dire qu'il y a impunité de Big Togo qui reconnaissent par exemple qu'il a pris 600 millions de victimes de déchets toxiques et qu'il y a tous les marchés en Côte d'Ivoire. Nous sommes contre ce genre de pratiques. Donc contre l'ethnicité, contre la haine, contre le vol de deniers publics, contre le népotisme, pour qu'il y ait l'égalité entre les fils de la nation. Et nous sommes pour le respect de l'article 35 de la Constitution, parce que nous disons que c'est un article qui a été voté, et si on veut modifier cet article, toutes les lois peuvent se modifier dans un pays. Il faut simplement suivre la procédure en la matière. Donc, on ne souhaite pas de modifications intéressées pour tailler à la mesure d'un individu. Tout peut être modifié. Et je le disais souvent, la Constitution française actuelle, la 5e République, elle a été modifiée plus de 25 fois. Donc, on peut modifier la Constitution, mais il faut suivre les règles en la matière. Voilà ce que nous disons. Et pour modifier l'article 35, notre Constitution nous dit qu'il faut passer par voie référendaire. Ou si Ouattara se dit qu'il part de Marcoussis pour modifier l'article 35, qu'il le pose et que ça fasse l'objet de discussions. Mais ce n'est pas de façon personnelle qu'on modifie la Constitution ou on la taille sur mesure. Ouattara nous parlait d'ailleurs dans ce sens-là de jurisprudence. Mais la jurisprudence qui tient en Côte d'Ivoire, c'est l'arrêt Tiakoné. C'est la seule jurisprudence, parce que c'est la seule décision de justice. Alors, si Ouattara veut parler de jurisprudence, alors qu'il s'en tienne à l'arrêt Tiakoné. Et tant que cet arrêt n'est pas cassé, sauter pour mettre en place une jurisprudence imaginaire, c'est violer les textes de l'État de Côte d'Ivoire et violer des décisions de justice. Voyez-vous? Et lorsqu'il nous parle de l'article 48 comme jurisprudence. L'article 48 comme jurisprudence, oui, on peut même l'imaginer. Mais cela doit se faire si le pays se retrouve dans une situation de guerre. Alors, pour appliquer cette jurisprudence, il aurait fallu que Ouattara crée peut-être encore une situation chaotique dans le pays pour l'appliquer. Maintenant qu'il n'y a pas de guerre, la seule jurisprudence qui tient, c'est l'arrêt Tiakoné. Docteur Doumbouya Major, on vous a très bien compris sur ce chapitre. Vous êtes le président du CPR, le Congrès panafricain pour le renouveau. On va aux élections dans 6 mois. Est-ce que vous serez candidat? Vous êtes membre de la CNC et évidemment, comme ça se voit, la CNC n'a pas l'intention de dégager un candidat unique. Vous êtes membre de cette CNC, président du parti. Est-ce que vous avez l'intention de briguer la magistrature suprême? Et nous, au niveau du CPR, on ne déclare pas les candidatures sur la base unique de la volonté du président. On décide en interne et c'est à partir donc de la décision de notre comité central que on décide s'il faut aller ou pas. Mais en ce qui concerne la CNC, nous avons dit que nous ferons comme Ouattara lui-même l'a fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un seul candidat. Ce serait une erreur. Ce serait une erreur d'avoir un seul candidat. Nous présenterons des candidats.
le mieux placé parmi les candidats sera soutenu au second tour par les autres. Et nous pensons que nous allons battre Ouattara. Parce que Ouattara a fait un choix qui n'est pas un choix malin. C'est-à-dire de créer le monopole autour de sa personne. Et donc, les voix qu'il aura au premier tour comme au deuxième tour, il n'aura pas de réserve de voix. Alors que nous, en éclatant les voix, chaque candidat mobilisera fortement au niveau de sa base. Nous retirerons à Ouattara un certain nombre de militants qui auraient pu aller voter pour lui si on avait choisi un seul candidat. Et donc, les candidats qui auront fait campagne et les militants qui auront choisi ces candidats-là donneront leur voix à celui de la CNC qui sera le mieux placé au deuxième tour. Nous n'avons pas peur de disperser notre voix parce que la dispersion de voix ne peut se voir que dans le cadre d'une élection occidentale où le système de vote est rationnel. Nous avons des données sociologiques à prendre en compte dans notre système de vote, c'est-à-dire que les candidats, pour certains, sont des sortes de grands électeurs qui tirent des voix qui sont des voix de région. Et donc, si nous canalisons sur une personne, il y a le risque, par exemple, que les militants portent leur voix sur le candidat Ouattara parce qu'ils ne sont pas forcément favorables à la personne choisie parmi nous. Donc, la stratégie intéressante, c'est ce que nous appelons la stratégie de dissonance cognitive. C'est-à-dire amener les militants, amener les populations à choisir des candidats de peut-être leur région ou de leur parti dès le premier tour. Et au deuxième tour, étant dans une situation contre-attitudinale, c'est-à-dire ils ne peuvent pas aller voter quelqu'un qui n'a pas voté au premier tour, alors ils porteront leur voix sur celui que leur candidat aura désigné, qui sera celui de la CNC. C'est une stratégie qu'on a compris. Alors, on va maintenant parler un peu du candidat Ouattara. Le président Ouattara qui est au pouvoir, qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Est-ce que vous pensez que Ouattara n'a pas tenu parole? Est-ce qu'on a comme le sentiment que vous êtes opposé à lui pour des raisons, pas idéologiques ou alors pas des raisons concrètes, mais parce que peut-être hier vous étiez ensemble dans les relents de la rébellion et qu'aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble? Quel est le problème réellement entre vous et le président Ouattara? Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme ne se tient pas par sa crinière, il se tient par sa parole. La parole est sacrée, la signature est sacrée. Les nations se bâtissent sur la base de traités. Un homme qui n'a pas de parole, à mon sens, n'a pas de dignité. Voyez-vous, un homme, c'est sa dignité. C'est celui qui met sa parole en accord avec ses actes. Quand il y a une sorte d'inadéquation entre la parole donnée publiquement et les actes, Laurent Gbagbo disait « tu es un menteur ». Je ne dirais pas, je n'utiliserai pas ces termes, mais je dis Ouattara n'a pas tenu sa parole. N'a pas tenu sa parole vis-à-vis du peuple. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand je soutenais Ouattara, quand j'appelais à soutenir Ouattara, je vous ai dit clairement que j'ai dit que le pouvoir de Ouattara ne m'intéressait pas. Et les vidéos sont encore disponibles de ce qui est intéressant dans cette affaire. Mais que je garderai cette posture de sentinelle défenseur des intérêts du peuple. Les intérêts du peuple, c'est quoi? Ce sont les engagements que Ouattara a pris devant moi, pour certains engagements qui ont fait l'objet de discussions, et les engagements publics qui sont dans son programme de gouvernement. Ouattara a dit, il n'y a pas une autre façon de faire. Nous allons mettre en place un système pour soutenir les pauvres et les indigents. Nous avons été séduits en tant qu'hommes de gauche. Nous avons dit, voilà un homme de droite qui met en place un libéralisme à visage humain. Il va mettre en place en Côte d'Ivoire un système social pour soutenir les citoyens qui ne travaillent pas indépendamment de leur volonté. Et vous croyez que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 7 millions de chômeurs. Est-ce qu'il y a un individu qui reçoit un revenu minimum vital? Zéro. À part les prisons en Côte d'Ivoire, où les indigents arrivent à manger, aujourd'hui, si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous ne travaillez pas, parce que ce n'est pas vous qui créez les emplois, ce n'est pas vous qui faites la conjoncture, mais vous allez mourir
parce qu'il n'y a même pas un système d'aide sociale. Non, mais M. Doumbia, vous êtes en France ici. Aujourd'hui, non, excusez-moi, vous êtes docteur. Aujourd'hui, quand vous êtes malade. Vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, est-ce que vous avez déjà écho que les Ivoiriens se plaignent de la gouvernance Ouattara? Les gens sont tranquilles là-bas. On ne peut pas rester à 6000 km de la Côte d'Ivoire et porter ce genre de jugement de valeur. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de ce qu'on appelle l'ère numérique, l'ère de la mondialisation, la globalisation, où le monde est devenu un village planétaire. Tout ce qui se fait à Abidjan, vous êtes informés, souvent même plus rapidement que ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que vous avez le système des multimédias, vous avez Internet, donc vous avez les vidéos, vous avez les audios, vous avez le téléphone, vous avez tous les moyens de savoir ce qui se fait à Abidjan aujourd'hui. Vous avez des parents à Abidjan. Quand vos parents sont malades et qu'ils vous disent qu'ils vont à l'hôpital, est-ce qu'aujourd'hui il y a un hôpital ou une pharmacie en Côte d'Ivoire où un pauvre peut recevoir des médicaments quand il est malade? Ça n'existe pas. Au-delà des discours de Ouattara qui parlent de CMU et des discours creux, ça n'existe pas. Et c'est ça qui est la réalité. Quand on est malade aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qu'on n'a pas les moyens pour se soigner, on meurt. Et puis, quand vous allez aux urgences et que vous ne payez pas, on ne prend pas soin de vous. Nous voulons changer cela. Nous sommes ici en France. Nous avons des parents qui sont en Côte d'Ivoire. Nous avons des frères qui sont dans les universités. Nous avons des enfants qui sont dans les universités. Donc nous connaissons le coût de la scolarité en Côte d'Ivoire, qui dans certaines facultés est passé aujourd'hui à plus de 1 200 000. Aujourd'hui, les étudiants ne vont pas à l'école. D'accord. Alors, quand quelqu'un est pauvre en Côte d'Ivoire, il n'a pas d'assistance. Quand les pauvres sont malades, ils n'ont pas d'assistance. Aujourd'hui, Ouattara a mis en place un système de libéralisation sauvage, y compris la libéralisation de l'université. Nous disons non. Nous nous sommes battus hier pour l'égalité des chances. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que l'école soit le lieu où ceux qui ont accès au diplôme supérieur soient uniquement les enfants des nantis, dont certains sont des voleurs des biens publics. Nous disons que nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui est dit qu'il va mettre en place un système de 5 ans, il va construire 5 universités. Ce monsieur aujourd'hui n'a pas construit ces 5 universités, donc mensonge, mais qui prend l'argent des Ivoiriens pour aller construire des amphithéâtres au Bénin pour sa gloire. 530 millions. Et le président de l'université du Bénin dit, il a violé toutes les procédures et il nous a donné l'argent cash, l'argent du peuple de Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les enfants de Côte d'Ivoire, le contribuable ivoirien a ses enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'amphi. Il y a des enfants de Côte d'Ivoire dont l'avenir est confisqué, qui n'auront pas accès à l'université parce qu'il n'y a pas suffisamment d'amphi. Voilà quelqu'un qui n'aime pas les fils de son propre pays et qui pour sa gloire. Pourquoi on dise Ouattara, université Ouattara ou bien amphithéâtre Ouattara? Parce qu'il veut inscrire son nom de force dans le système universitaire, utilise l'argent du peuple de Côte d'Ivoire pour aller faire du gaspillage pour sa gloire alors que les Ivoiriens sont dans la misère. Voilà quelqu'un qui prend l'argent du peuple de Côte d'Ivoire pour aller faire des dons à Madagascar pendant que les Ivoiriens pauvres n'ont pas le minimum pour vivre. Voyez-vous les gâchis. Voilà quelqu'un qui nous dit que l'école serait gratuite jusqu'à l'âge de 15 ans. Mais aujourd'hui, allez-y à Djamé, les enfants traînent dans la rue, ils ont moins de 15 ans, certains sont devenus des microbes qui tuent nos populations, nos paisibles citoyens. Ça, c'est le travail de Ouattara. C'est le résultat de sa politique économique et sa politique sociale. Voilà quelqu'un qui nous a dit... Et vous, qu'est-ce que vous comptez mettre sur pied? Laissez-moi vous dire. Oui, non, mais on a vu la critique, on a vu la critique. Et dans la critique, il faut dire sur les emplois. Oui, voilà un monsieur qui nous a dit qu'il créerait 200 000 emplois par an, soit 1 million d'emplois en 5 ans. Aujourd'hui, il a détruit les emplois qui existaient parce qu'il a cassé toutes les maisons des gens, les boutiques, les petits marchés et les petits commerces. Et mieux, il n'a créé que 200 et quelques mille emplois en plus de 4 ans. Ça, on appelle ça le mensonge. Donc, quand vous voyez tout ça, vous m'avez demandé qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi aujourd'hui je critique Ouattara de façon aussi dure. Quand vous voyez ce monsieur qui a dit qu'il était contre le népotisme, mais qui nomme ses frères, donne des marchés à ses enfants et autres, vous dites, mais écoutez, ce monsieur nous a trahis. Et puis,
sa posture vis-à-vis de la réconciliation nationale. Il n'a pas uni les fils de la nation. Il nous a dit avec son programme vivre ensemble. Aujourd'hui, les Ivoiriens, est-ce qu'ils vivent ensemble? Les Ivoiriens se côtoient, mais ne regardent pas dans la même direction. Ils se regardent en chien de faïence. Aujourd'hui, nous avons dit, nous voulons unir les Ivoiriens. Oui, et c'est pourquoi nous travaillons avec des experts en la matière, des gens qui ont travaillé pendant 4 ans, qui ont diagnostiqué le problème. Le Premier ministre Bani, par exemple, qui a travaillé, qui a diagnostiqué le problème, qui sait, qui a écouté. Donc, il est avec nous à la CNC. Il a été empêché de travailler, mais il dit qu'il s'engage à ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu faire et qu'il n'a pas pu faire à cause de Ouattara. Il s'engage devant la nation. Et nous, disons, nous vous accordons ce crédit parce que nous connaissons cet homme, ce monsieur. Il n'aura jamais accepté que vous réussissiez votre mission. Il n'aime pas que les gens réussissent leur mission. Il empêche les gens de réussir leur mission. Docteur Doumbia Major, vous êtes très dur avec monsieur. Non, je ne suis pas dur. C'est la réalité que je décris. Je ne fais que de la description. Je ne suis pas dur. Vous voyez-vous, c'est ça qui est la réalité. Quelqu'un qui empêche les autres de réaliser des choses parce qu'il veut toujours s'attirer la gloire. Et d'ailleurs, regardez la façon un peu élégante avec laquelle il a parlé du cas de la CDVR en faisant croire qu'il avait donné de l'argent, que l'argent avait été détourné. Mais c'est son habitude. C'est son habitude. Oui, mais les preuves peut-être sont là. Non, si les preuves étaient là, pourquoi il ne poursuit pas la personne en question? Vous donnez de l'argent à quelqu'un pour installer des sections, pour payer des véhicules, pour mettre en place une administration, pour mettre en place toute une structure qui va faire la réconciliation des fils de cette nation. 10 milliards ou 5 milliards, c'est de l'argent ça? Non. C'est même pas suffisant pour mettre en place les structures. Et une fois que les structures sont là, si ce monsieur n'est plus là, mais au moins vous pouvez vous servir de ces structures-là pour continuer la mission. Mais vous ne faites pas ça, vous voulez jeter l'opprobre si cette personne-là... Non, mais la CDVR aussi n'a pas été à la hauteur. Les Ivoiriens ont dit sa méthode. Mais c'est normal que la CDVR ne puisse pas être à la hauteur. Et je l'ai dit dès le départ quand Bani a été nommé, j'ai dit mais vous allez échouer. Vous allez échouer parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à M. Ouattara qui n'a pas intérêt à ce que les Ivoiriens se réunissent. Et les Ivoiriens, aujourd'hui, pendant que lui parle de CDVR, il va à Bobo pour dire si c'était nous, il nous aurait tous tués. Mais ça veut dire que lui-même n'a pas encore commencé le processus mental de réconciliation puisqu'il se met dans un camp. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Donc, il n'y a plus de camps. Docteur Doumbia Major, on vous a très bien compris et notre dernière préoccupation sera celle-ci. Alors, au moment où il se mettait en place la coalition nationale pour le changement en Côte d'Ivoire, le ministre Amaressi, qui est membre de cette coalition, était à La Haye pour rencontrer le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous-même, vous avez l'intention de faire le voyage de La Haye parce qu'on a comme le sentiment que La Haye est devenu maintenant le passage obligé de tous les hommes politiques, le pèlerinage. Est-ce que vous irez faire ce pèlerinage, vous? Avant de répondre sur la question du pèlerinage, je voudrais m'attarder un peu sur quelques préoccupations économiques. Allez-y. Et vous savez, nous, réunis au sein de cette coalition, nous ne venons pas que chasser Ouattara. Nous sommes opposés à Ouattara, mais nous ne sommes pas contre la personne de Ouattara. Nous sommes opposés à Ouattara parce que nous estimons que M. Ouattara aujourd'hui est en train de planifier la banqueroute de notre pays. Il n'a pas respecté ses engagements. Il ne peut pas faire l'unité de cette nation. Et donc, il faut quelqu'un d'autre. Il faut un autre système. Il faut des autres individus qui vont créer le cadre démocratique pour cette nation, qui vont faire en sorte que les cancres et revanchards qui entourent Ouattara ne perpétuent pas un règne qui obstrue l'avenir même des jeunes brillants de ce pays qui sont mis de côté dans le corner de notre société alors qu'ils ont beaucoup de potentialités. Donc nous ne sommes pas contre Ouattara, nous sommes contre le système de Ouattara. Sinon Ouattara lui-même, on peut faire ami-ami comme on le dit. Alors qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons de l'emploi aux Ivoiriens. Aujourd'hui, 7 millions, plus de 7 millions de chômeurs qui n'ont aucune assistance, qui n'ont rien pour vivre. Nous disons non à cela. Et donc, nous disons Ouattara, il a échoué parce qu'il n'a pas les bonnes méthodes. Quelqu'un qui arrive au pouvoir, qui ne fait même pas un recensement intelligent des Ivoiriens, il ne peut que échouer. Voilà. Quelqu'un qui arrive au pouvoir, qui ne met pas en place un système de bancarisation, il ne peut que échouer.
quelqu'un qui arrive au pouvoir, qui ne met pas en place un système d'adressage, il ne peut que échouer. Parce qu'à la base, son système même est un système faux. Est un système qui comporte des tares au niveau de l'algorithme de base de son fonctionnement. Voyez-vous? Et donc, nous disons, nous allons proposer autre chose aux jeunes de Côte d'Ivoire. Nous allons proposer d'autres choses aux chômeurs de Côte d'Ivoire. Nous allons faire le travail d'industrialisation de notre pays. Oui, mais plus le travail... Docteur, vous êtes dans une coalition hétéroclite. Chacun y vient avec ses idées. Oui. À quel moment est-ce que vous allez vous mettre ensemble pour faire tout ce que vous êtes en train d'écrire? Nous sommes dans une coalition hétéroclite, mais si nous signons une charte, ça veut dire que quelque part nous nous mettons d'accord sur des choses à faire. Vous comprenez? Ces choses à faire, c'est ce minimum. Ce sont des engagements que nous avons pris pour l'emploi. Mais nous créons des emplois comment? Nous prenons des emplois en faisant le processus d'industrialisation de notre pays. Ce n'est pas avec des ponts qui donnent des emplois éphémères. Ce n'est pas avec des routes qui donnent des emplois éphémères. Une fois que c'est construit, tout le monde va au chômage. Voyez-vous, nous disons il faut réindustrialiser notre pays. Et cette réindustrialisation, ça commence déjà dans l'industrialisation de notre agriculture. Ça commence dans l'industrialisation de la collecte de nos matières premières qui doivent être contrôlées par nous-mêmes. Ça commence par la mise en place des industries de base. Comment vous pouvez développer un pays si vous ne mettez pas en place les industries de base? Les industries de base, c'est quoi? Vous n'avez pas de hauts fourneaux et vous voulez construire des voitures. Mais comment vous allez extraire le fer, le transformer en acier? Ouattara qui va mettre de l'argent dans des ponts, dans des dons ici et là. Nous n'avons pas de hauts fourneaux pour transformer la base. Nous n'avons pas de tannerie pour transformer notre cuir. Comment vous pouvez mettre en place une industrie textile ou une industrie de cuir? C'est ça qui fait des millions d'emplois. Si vous ne mettez pas en place des systèmes d'élevage de crocodiles, de serpents et autres pour avoir la peau, si vous ne réfléchissez pas à ça et que vous dites je vais être industrialisé en fabriquant des sacs, en fabriquant des manteaux, mais vous le mettrez comment? Ça veut dire que c'est un système de méthode. Ouattara n'a pas la méthode parce que l'intelligence stratégique qui doit faire l'industrialisation de notre pays, cette intelligence-là fait défaut. Et nous disons que nous sommes des spécialistes en projet de développement, en ingénierie de projets de développement. Et donc, nous allons retravailler la chose par la base. Nous allons retravailler la chose dans les écoles, dans les centres de formation. Parce que tout ça est lié. Et donc, créer un engouement, créer un mouvement qui va donner de l'emploi à des Ivoiriens. Ce pays-là a des ressources. Ce pays-là a des hommes intelligents. Nous allons donner la formation des adultes à ceux qui ont des diplômes mais qui n'ont pas les qualifications pour le faire, pour transformer leurs aptitudes en capacités concrètes. Mais ces capacités concrètes vont être exploitées dans les usines. Concrètement, docteur, il ne nous reste plus assez de temps. Oui, concrètement, nous voulons transformer ce pays-là dans l'intérêt des Ivoiriens, de chaque Ivoirien. Nous voulons redonner l'espoir aux Ivoiriens et ça, nous le faisons ensemble. Voyez-vous, alors vous m'avez parlé de Laurent Gbagbo, oui, du pèlerinage que on fait à la CPI. Et à la CPI, il n'y a pas que Laurent Gbagbo. Il y a mon ami Charles Bleu Goudé. Que vous avez accusé aussi d'avoir... Nous avions fait de grosses bagarres. Que vous avez accusé d'avoir joué la comédie quand il était à la DST. Nous avons accusé Charles Bleu Goudé d'avoir fait une mise en scène quand il était à la DST. Est-ce qu'on traite un ami comme ça? Nous ne traitons pas un ami comme ça. Mais en même temps, quand on est dans une situation de conflit, il y a des positions qu'on prend. Parce que Charles Bleu Goudé, à un moment donné, j'ai été moi accusé d'avoir eu des armes à Abobo pour poursuivre un étudiant avec une arme. Alors que ça n'a jamais existé, ça comme fait. Et l'étudiant, il est là aujourd'hui. Les témoins sont encore vivants. Je n'ai jamais poursuivi d'étudiant à Abobo. Mais quand il fallait me présenter comme le loubar, l'homme dangereux, ça a été fait pour détruire mon image et mettre ma vie en danger. J'estimais que c'était un fait grave. Et si ça a pu être fait contre moi alors que ce fait n'a jamais existé, je me dis, si je vois quelqu'un coucher avec une Bible, ça peut être une mise en scène. Mais là n'est plus la question aujourd'hui. Nous sommes à une autre étape. Je suis à l'étape où je regarde mon ami Charles Bleu Goudé en face. Je le vois dans une situation. Quand j'étais au commandement supérieur, que j'avais été battu avec les maniants sur le corps, Charles Bleu Goudé est venu me voir là-bas.
Aujourd'hui, je le vois à La Haye, loin du pays. Je me dis, camarade Charles, ta place n'est pas là-bas. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui sont passées entre nous. Mais au-delà de tout ça, tu restes mon frère. Parce qu'on a mangé dans la même assiette. On a pris des positions parce que souvent on était jeunes. On avait l'orgueil. On a posé des actes. Mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, Charles, tu es mon ami. Au nom de l'intérêt supérieur de la nation, il faut que tu viennes. Au nom de la réconciliation, il faut que tu viennes apaiser les cœurs. Aujourd'hui, nous sommes unis avec le Michel Gbagbo. Nous sommes unis avec la Aboudraman Sangaré. Nous sommes unis, fils de la nation, pour dire ces conflits-là, c'est du passé. Nous voulons repartir d'un nouveau pied. Et c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, je me bats pour que Charles vienne. Parce que je suis l'ami de Charles plus que tous ceux qui disent qu'ils sont amis à Charles. Mais je c'est pour lui que vous ferez peut-être le voyage. Je me bats. Je me bats. Je n'ai pas parlé de Gbagbo, c'est vrai. Gbagbo, c'est un aîné. Il nous a formés, comme les Adi Zaourou nous ont formés, qu'on appelait le maître, comme les Désiré Tanoué l'ont fait, comme les Bama Mori Ferré l'ont fait. Et donc, si l'occasion m'était donnée d'aller à La Haye, je ne bouderai pas cette occasion d'aller discuter avec le maître et je ne bouderai pas cette occasion d'aller discuter avec Charles Blé Goudé. On m'a déjà proposé d'aller le voir, ses amis m'ont proposé d'aller le voir pour qu'on discute fraternellement. Je suis en train de refaire mon passeport pour aller dire à Charles Yako. Merci, docteur Doumbia Major. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous recevons le docteur Doumbia Major, qui est le président de la CPR, le Congrès panafricain pour le renouveau. Et il est aussi membre actif de la CNC, la Coalition nationale pour le changement et regroupement de partis politiques, qui a été mis sur pied pour faire avancer la démocratie en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve pour une prochaine émission, peut-être, pour débattre du programme de gouvernement de votre parti politique. Je vous remercie. Merci.